Je propose de passer la parole à Catherine. Merci Vincent. On reviendra avec toi sur la discussion Merci. générale. Euh, voilà, merci Catherine d'avoir accepté notre invitation. Je te laisse la parole, voilà, pour également 20 minutes environ. Voilà. Eh ben, merci beaucoup de m'avoir invité. Bonjour à toutes et à tous. Alors, moi, je vais aussi commencer par quelques éléments sur, lorsque nous parlons de science en ces temps de pandémie, qu'est-ce que nous avons en tête? Alors, Léo l'a très bien dit en introduction, on parle de recherche scientifique dans leur diversité, donc différentes disciplines, avec bien sûr des approches parfois inter- ou pluridisciplinaires. On pense aux avancées en matière de séquençage du virus dès le début de l'identification de ce nouveau virus. On pense bien sûr à la mise au point des vaccins à base ARN messager, mais on pense aussi aux travaux des modélisateurs sur les prédictions de développement de la pandémie et des stratégies de gestion des populations. Mais ce que je voudrais introduire, pour peut-être prendre un peu non pas de contradiction, mais d'enrichissement de l'intervention de Vincent, c'est qu'il est aussi beaucoup question de pratiques médicales, de stratégies de santé publique, par exemple cette stratégie de tester, tracer, isoler, dont on parle beaucoup, un peu moins par ces temps de grandes vagues d'Omicron. Mais c'est aussi des questions de développement de médicaments, de production de vaccins, d'organisation de la vaccination, bref, de toute une série d'innovations avec un sens plus large que des innovations qui seraient strictement reliées à ce qui pourrait être qualifié de recherche scientifique pure, dont certains sont organisationnels, des innovations organisationnelles, d'autres sont sociales et concernent donc ces objets scientifiques que j'ai décrits au départ, que sont les tests, les vaccins ou encore le contrôle des contaminations. Et donc, si j'insiste là-dessus, c'est parce que qui dit distinction entre science, comme on a pu l'évoquer à l'instant, et innovation dans leur diversité, signifie aussi que les acteurs et les communautés qui sont concernées ne sont pas les mêmes. Si les acteurs ne sont pas les mêmes, ça veut dire que les compétences à l'œuvre ne sont pas les mêmes, mais aussi que les règles de fonctionnement, les normes éthiques professionnelles vont être différentes. Et donc, en pratique, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'impuretés, au sens où on va sortir de façon régulière du fonctionnement des communautés scientifiques avec leurs règles. Je pense notamment à l'importance en sciences du contrôle par les pairs, mais aussi parfois avec d'autres intérêts qui peuvent être liés à d'autres normes professionnelles, hein, je viens d'en parler, c'est pas forcément des intérêts financiers, mais il y a aussi bien sûr des intérêts financiers, commerciaux, voire dans la période d'élection qui est notre période actuelle, on voit bien aussi des enjeux politiques. Donc voilà, cette forme d'impureté entre ce qui relève de science, de l'innovation et quelles sont une pluralité d'acteurs qui interviennent. Alors évidemment, ce phénomène n'est pas nouveau et il n'est pas spécifique au Covid. Ces moments de brouillage des règles autour des objets et des scientifiques sont récurrents dans l'histoire des sciences et d'autant plus depuis que les sciences et les technologies ont pris une telle importance dans nos fonctionnements de société. Alors ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est que, mais ça, c'est pareil, Léo l'a dit en introduction, c'est une situation qui est extrêmement marquée par les incertitudes, où on se retrouve hors de consensus scientifiques qui sont établis de longue date. Et donc, évidemment qu'il était attendu des voix discordantes qui s'expriment au sein des disciplines scientifiques et puis, bien sûr, entre disciplines, hein, parce que on voit bien que le point de vue d'un biologiste moléculaire n'est pas le même que celui d'un épidémiologiste modélisateur. Mais d'une certaine façon, on se retrouve dans une situation où se conjuguent ces incertitudes
normale, cette ouverture du dissensus qui est normale à cette période d'incertitude. Donc cette ouverture vient se conjuguer avec l'irruption de ces acteurs autres qui ne sont pas soumis aux règles de la dispute académique. Et ça, de fait, a organisé une cacophonie, pour utiliser un terme soft, bien sûr, qui va organiser un flou entre ces deux circonstances. Est-ce qu'on est dans des situations où des acteurs qui prennent la parole sur tel ou tel sujet le font sans être vraiment soumis aux règles académiques, ou est-ce que c'est aussi des prises de parole qui sont liées à la dispute attendue en ces temps d'incertitude? Alors, je ne dis que ce n'est pas une nouveauté, mais c'est, de mon point de vue, important d'insister sur ces éléments parce que ça donne à voir combien les sciences peuvent être traversées d'enjeux, de règles et d'effets qui sont externes aux communautés, qui sont des enjeux politiques, économiques, des enjeux d'impact de la sphère médiatique telle qu'elle se déploie dans une société à un moment donné, et combien donc finalement on se retrouve dans des situations où il est compliqué de considérer que les sciences sont dans un mode de fonctionnement idéal, ou peut-être même pourrait-il dire un fonctionnement imaginaire, de communautés scientifiques qui seraient dans des contextes purs, entre guillemets, beaucoup de guillemets dans tout ce que je dis, puisque le fonctionnement est, en tout cas pour les sciences évidemment dont il est question ici, bien brouillé par l'arrivée de ces acteurs qui sont donc non soumis aux règles scientifiques, je l'ai dit, mais aussi, pour reprendre autrement ce qu'a dit Vincent sur le cas de Raoult, à des scientifiques que je qualifierais finalement d'opportunistes, au sens où ils profitent de la situation brouillée pour se libérer des règles, et qui profitent de situations où le contrôle par les pairs est nécessairement moins fort du fait des nombreuses incertitudes et de l'irruption de tous ces acteurs autres dans le champ scientifique, pour se sentir au-dessus des règles du fonctionnement des communautés scientifiques. Alors, ces éléments un peu généraux étant posés, je vais prendre appui maintenant sur le cas de la génétique, qui donc est la discipline que, à la fois, j'ai pratiquée comme généticienne pendant de nombreuses années, et aujourd'hui que j'étudie du point de vue approche de sociologie, d'anthropologie des sciences et de la santé, pour illustrer ce que ce contexte donc d'impureté, mais voilà, on pourra y revenir dans la discussion si j'ai pas été claire sur ce que j'entends par impureté, c'est à référence à quelque chose d'un peu idéal dans le fonctionnement de communauté. Donc ce que ce contexte fait aux pratiques scientifiques et ce qu'il dit de ces pratiques scientifiques aussi. Alors, la génétique, c'est une discipline qui a beaucoup pris de lumière à la faveur de la pandémie, parce que, je l'évoquais déjà, le séquençage du SARS-CoV-2, du génome du SARS-CoV-2 a permis finalement très rapidement de développer des tests pour identifier la présence du virus, pour le caractériser. C'est une information qui a informé les développements des vaccins qui étaient eux-mêmes adossés à des techniques issues de développement de génétique moléculaire et qui ont aussi informé le développement des traitements qui sont en cours ou qui sont déjà utilisés. Et puis, alors, par ailleurs, moi, j'ai fait beaucoup de conférences grand public sur la génétique où il fallait que je prenne le temps d'expliquer ce que c'était qu'un variant. Je pense qu'aujourd'hui, le terme est quand même largement banalisé. De fait, voilà, c'est quand même impressionnant à quel point le développement, si on en reste au cas des tests de détection moléculaire du virus, c'est quand même impressionnant de voir comment le développement de ces tests et la capacité donc à les produire en nombre a vraiment radicalement transformé l'épidémie. Quand je dis transformer l'épidémie, c'est transformer l'expérience individuelle et l'expérience sociale de vie avec l'épidémie et de gestion de l'épidémie. On a tous, ou en tout cas beaucoup d'entre nous, ont pu faire l'expérience de la distinction entre ce que ça veut vouloir dire d'être positif au test de virus, donc une information qui vient du savoir génétique directement et qui, le plus souvent, quand le test est bien fait, signifie que l'on est porteur du virus, et
ce que ça veut dire d'être malade, hein, et donc d'avoir des symptômes. Et qu'est-ce qui génère la possibilité de distinguer ces deux états? C'est bien le savoir moléculaire et donc le savoir génétique véhiculé par le test. Ça permet à la fois de suivre les contagions, de gérer la pandémie à l'échelle collective, mais aussi c'est une information au niveau individuel dont on voit que l'utilité individuelle est variable selon que ce lien entre ce qu'on appelle le génotype et le type d'une certaine façon, hein, donc la présence, la détection de l'ADN ou de l'ARN du virus, pardon, et le fait d'avoir des symptômes est plus ou moins corrélé. Et donc, on voit que l'irruption de ces êtres que sont les tests, enfin de ces entités que sont les tests, qui sont produits par la génétique, la capacité de ces savoirs à, pour reprendre une expression qui avait été développée par Bruno Latour à propos de Pasteur dans son livre Microbes, guerre et paix, cette capacité à montrer le microbe qu'apporte le savoir génétique, c'est à la fois une capacité qui est incroyable, au sens où elle est exceptionnelle, elle porte en elle la capacité ou la promesse de gérer correctement, rationnellement, scientifiquement l'épidémie, et en même temps, elle ne permet pas pratiquement de résoudre tous les problèmes, puisque finalement, en montrant ces microbes, y compris chez des gens qui ne sont pas malades, on déplace le cadre et on va complexifier les questions qui vont se poser dans la gestion pratique de l'épidémie lorsqu'il se déploie dans des univers sociaux aussi complexes que les nôtres. Et évidemment, moi j'ai en tête les casse-têtes de la gestion des tests dans les écoles aujourd'hui, où on voit que les enfants, finalement, si on les teste pas, on voit pas la maladie, mais en même temps, il faut les tester pour voir la maladie, mais en même temps, on sait plus quoi faire parce qu'on a trop de tests. Enfin, on voit bien, je suis pas en train de dire, de prêcher le bon protocole contre le mauvais, je dis juste qu'on voit à quel point ces savoirs génétiques ont transformé l'épidémie elle-même et le sens individuel et social de cette épidémie. Alors, cette expérience qu'on a pu faire de façon concrète, de mon point de vue, est vraiment à l'image de nombreuses situations de recours à la génétique sur lesquelles je travaille depuis donc quelques années, qui est à la fois un savoir qui est susceptible d'être extrêmement puissant dans certaines circonstances, quand on va réussir par exemple à identifier le gène qui est responsable d'une maladie grave et qui va ouvrir la voie à un traitement d'une maladie qui était mortelle par exemple, ou alors qui va permettre de diagnostiquer, voire de détecter avant la naissance un enfant porteur. Donc il y a ces effets stupéfiants qui nourrissent énormément les imaginaires sur les possibles associés à ces savoirs. Et d'ailleurs, quand ils sont transformés en innovation, on va parler d'innovation de rupture pour qualifier ce qui est pratiquement de l'impensable réalisé, hein, pour le dire avec des mots un peu déplacés. Mais ce que je veux dire, c'est que ce sont des imaginaires extrêmement puissants qui sont liés à des moments où ça marche vraiment très bien, pour le dire de façon plus simple, et ces imaginaires puissants sont dans le quotidien des pratiques le plus souvent mis en porte-à-faux avec la réalité pratique, la réalité qui est bien plus souvent une réalité d'incertitude, hein. Encore une fois, il y a des cas où ça marche très bien, mais dans beaucoup, si ce n'est la plupart des situations, le savoir est moins quasi magique, entre guillemets, que ça. Et le plus souvent, pour revenir sur le cas de la prédiction génétique, c'est un travail qui requiert un énorme travail des professionnels pour faire des tris, pour faire des interprétations des données moléculaires qui vont être circonstanciées en fonction d'autres données, hein, que ce soit des données cliniques, l'histoire de la maladie dans la famille, l'histoire de la maladie chez les patients, etc. Et c'est un travail qui est extrêmement important parce que ce travail est produit autour de la séquence moléculaire que les professionnels ont confiance dans ce qu'ils font.
Donc, ce n'est pas simplement, entre guillemets, les données génétiques, les données moléculaires qui fondent la confiance, mais c'est bien le travail des professionnels, leur expérience, leur savoir-faire de comment et quand même faut-il interpréter les résultats des analyses génétiques. Et il y a un mot qui a été proposé par des sociologues pour qualifier ce travail qui consiste à réconcilier d'une certaine façon les promesses et la réalité. C'est le terme anglais, c'est bridging work, donc ce travail de pontage, c'est pas très joli en français, mais qui est requis pour finalement, dans beaucoup de cas concrets, donner l'apparence de ce que la réalité serait à la hauteur des promesses, alors que si on y arrive, c'est parce qu'il y a un énorme travail humain derrière. Et de fait, les conditions de possibilité de ce travail sont souvent compliquées. Dans la mesure où des visions qui tentent de la science qui tentent à être, je dirais, un peu technicistes, c'est-à-dire à mettre plus avant les dimensions techniques issues de ces savoirs scientifiques, tentent à amoindrir l'importance de ce travail humain autour des technologies. Et de façon évidente, ces visions technicistes de la façon dont les sciences entrent dans la société sont aussi portées par les marchés, les acteurs marchands, dans la mesure où la technologie, les tests se vendent mieux s'ils peuvent circuler de façon désincarnée, sortie de la dépendance à des communautés professionnelles capables de domestiquer d'une certaine façon ces technologies. Et pourtant, j'insiste, ce sont bien ces communautés qui sont nécessaires pour tenir l'équation entre puissance potentielle de ces outils technoscientifiques et contrôle des incertitudes et des simplifications abusives qui peuvent être liées au mésusage de ces technologies et qui sont régulièrement proposées donc par certains acteurs qui ont intérêt à la diffusion de ces technologies. Et ces communautés sont nécessaires parce que c'est leur capacité à faire ce travail autour du savoir et des technologies en mobilisant donc leurs connaissances et leur expérience de façon honnête, en ayant conscience des limites des savoirs qu'ils produisent. Donc voilà, c'est un point vraiment pour moi essentiel et là où ça se complique bien sûr, c'est que la génétique ne saurait être une discipline isolée qui serait portée par des communautés strictement pures scientifiquement. À l'image de la pandémie, l'histoire de la génétique est une histoire depuis ses débuts dans la première moitié du 19e siècle. C'est l'histoire d'une discipline qui a à voir avec des questions politiques, des enjeux de gestion des populations identifiées, stigmatisées comme dangereuses, voire des tris de population pour faire référence aux politiques eugénistes. Donc, on ne peut pas considérer que ce fonctionnement de communauté, finalement, qui serait susceptible de travailler de façon isolée, avec un pouvoir d'autoréguler le rapport au savoir et aux techniques, serait si évident. Et au contraire, il faut prendre acte qu'il existe cette tension entre l'importance d'avoir ces communautés et la difficulté de maintenir un isolement des acteurs scientifiques concernés. Ça vaut pour la génétique, mais là je crois la pandémie l'a montré que ça vaut aussi pour d'autres pratiques scientifiques qui sont susceptibles d'irriguer aussi rapidement la société dans son ensemble. Et donc, pour revenir à la question générale sur la science, de mon point de vue, ceci étant posé, enfin, ce que je viens de dire étant posé, il est important aujourd'hui de penser les vigilances qui doivent être mises en place pour contrôler les effets de ces tensions.
Et j'en identifie deux, mais non pas pour dire qu'elles sont exhaustives. La première tient à la formation des scientifiques, aussi bien au début de carrière que tout au long de la carrière, du reste. Ah. À la formation des scientifiques aux enjeux qui sont à l'œuvre autour des savoirs qu'ils produisent et à la façon dont leur responsabilité est mobilisée dans le savoir qu'ils produisent et dans les effets que ces savoirs vont pouvoir avoir sur la société, c'est-à-dire le fait de ne pas considérer qu'on peut dans beaucoup de disciplines, distinguer la responsabilité du producteur et de l'utilisateur. Et puis le deuxième élément, c'est l'importance de la capacité des scientifiques à tisser des liens avec la diversité des acteurs de la société, et notamment la société civile, qui me semble, dans ce contexte de tension entre nécessité de fermeture et ouverture, voilà, presque indépassable. Donc, ces liens sont susceptibles de constituer autant de ressources pour résister aux tentatives de capture par des intérêts particuliers des savoirs et des savoir-faire et technologies qui peuvent en découler. Et donc, il me semble que l'enjeu, c'est de repeupler l'imaginaire et les représentations des sciences de communautés, de femmes et d'hommes, conscients de leurs responsabilités, conscients de la responsabilité qui est liée au savoir qu'ils produisent, et d'abandonner des visions un peu de super-héros solitaires, très liés à des innovations strictement technologiques de rupture, donc au profit de ces images finalement plus humaines, plus diversifiées, mais plus communautaires aussi dans le fonctionnement de la recherche, et des communautés qui sont en lien avec la société, plutôt que retranchées dans ce que certains appellent les tours d'ivoire, qui portent ces tours d'ivoire en elles le risque d'une science qui serait finalement un peu désincarnée, technicisée, et qui constituerait dans le monde marchand dans lequel nous vivons aujourd'hui une source de fragilisation importante, avec ce risque de capture de ces savoirs par des intérêts particuliers et loin de l'objectif de bien commun qui est quand même fondamental dans le développement des pratiques scientifiques. Voilà ce que je voulais dire pour lancer la discussion. Merci beaucoup Catherine, ça complète bien l'intervention de Vincent, effectivement. Je pense qu'il y a pas mal de questions, ça m'a beaucoup intéressé, notamment tes deux dernières vigilances, entre guillemets, et puis effectivement ce point que tu as apporté sur la nécessité de penser les savoirs avec leur implémentation, ou en tout cas les savoirs avec finalement leur insertion dans un monde extra-scientifique qui est celui de la vie de tous les jours, quand ce savoir concerne la vie de tous les jours, comme un test génétique par exemple, et de penser effectivement l'articulation et voire même la co-construction entre ce savoir et son implémentation, ce qui est rarement fait. On est plutôt sur quelque chose souvent la logique de l'application plutôt que celle de l'implémentation. La logique de l'application, c'est il y a des savoirs d'un côté qui sont pensés comme un tout en tant que tel et qu'on va chercher à appliquer. Et pour ça, il faut des applicateurs. Les applicateurs, ils réfléchissent pas, ils appliquent. Et là, ce que tu amènes, ce que tu apportes, c'est de dire non, il faut des communautés de savoir constituées, fortes, au même titre que les communautés scientifiques, qui puissent permettre effectivement non pas simplement d'appliquer des savoirs scientifiques, mais de se les approprier, de les manipuler, peut-être aussi de les détourner, en tout cas de pouvoir effectivement en faire quelque chose de pertinent par rapport à une réalité qui est la réalité des pratiques de ces communautés. Donc voilà, merci, je trouvais ça très intéressant. Sophie Quinton pose une question. Comment proposez-vous de recréer ce lien entre les chercheurs et la société et de former les chercheurs à cela? Merci pour cette question, c'est une bonne question.
Oui, merci Sophie de poser cette question bien vaste. J'ai pas de solution toute faite, mais je pense que le moment de la pandémie a quand même suscité chez beaucoup de collègues des interrogations sur le sens de nos pratiques, sur, enfin, voilà, pourquoi certains acteurs du champ, certains chercheurs ont pris certaines positions, cette cacophonie. Qui finalement, enfin en tout cas moi c'est comme ça que je le vois et je sais ne pas être la seule à le vivre comme ça. On est aussi beaucoup de chercheurs, c'est l'expérience scientifique que nous avons de la pratique scientifique est une expérience beaucoup plus communautaire et beaucoup plus justement collective en fait et avec des gens qui respectent les règles de la recherche. Et tout d'un coup, voilà, il y a cette pandémie qui éclate et l'image qu'on a donnée de la recherche euh, moi, en tout cas, m'a beaucoup interpellée sur le sens, enfin, sur la réflexivité qu'on avait par rapport à ces pratiques. Et donc, je pense que ça appelle, enfin, ça a renforcé dans la formation, les formations à l'histoire des sciences, à la sociologie des sciences, les moments de discussion où on prend un peu de recul par rapport au travail qu'on est en train de faire. En plus, là, on est vraiment rentré dans des pratiques scientifiques qui sont très soumise à pression permanente, concurrence, il faut répondre à des appels à projets dans tous les sens, enfin on a l'impression qu'on n'arrive jamais à se poser. Et en fait, je pense que plus que jamais, on a besoin de trouver des moments de prise de distance, de réflexion. Donc ça, c'est pour la question de la formation des chercheurs. Pour ce qui est des liens avec la société, alors là, c'est extrêmement varié. Hein. Il y a à l'INSERM, on a une culture de travail avec les associations de patients et de plus en plus se développent des formes de recherche participative où c'est pas seulement les associations qui financent la recherche mais co-construisent les questions de recherche avec les chercheurs. Mais ça c'est bon voilà, c'est une façon de faire, mais c'est je pense après une posture individuelle des chercheurs et collective des institutions de recherche à développer pour développer tous les moments où ces échanges peuvent être développés. Je suis un peu longue, pardon. Merci. Sur la première partie de ta réponse, je trouve que c'est intéressant parce que c'est inhabituel. Ce que l'on a eu l'habitude de dire habituellement sur cette relation science-société qu'il faudrait recréer, c'est plutôt effectivement soit des enjeux de communication, soit des enjeux effectivement de dispositifs de recherche participatifs ou en partenariat. Mais rarement, ce que tu as dit, et ce que moi je dis aussi pas mal, c'est un travail des scientifiques sur leur pratique, et notamment un travail de réflexion, de réflexivité des scientifiques sur leur pratique et dans leur formation et tout au long de la vie, qui manque, je crois, cruellement. Vincent, en première partie, a dit ça va de soi pour les analystes des sciences que la science est plurielle et incertaine et traversée par des conflits. Peut-être pour les analystes, mais tous les scientifiques ne sont pas analystes des sciences. Donc n'ont pas le bagage en histoire des sciences, en épistémologie, en sociologie des sciences. Et je pense que ça, c'est un point crucial. Quand on parle de culture scientifique, on a l'habitude souvent de dire qu'il faut acculturer le grand public à la science. Et on oublie souvent de dire que la culture scientifique, c'est d'abord celle des scientifiques. Et je crois que c'est vraiment un point du coup que tu soulignes qui est très important dans le contexte actuel où on a vu effectivement des scientifiques qui manquaient de recul historique, qui manquaient de recul sociologique, qui manquaient de recul épistémologique sur leurs propres pratiques, et donc qui donnaient cette image caricaturale de la science, dont on sait par ailleurs qu'elle est fausse, mais sans cette possibilité de la remettre en contexte, de la latéraliser, de la complexifier, c'est cette image qui est donnée. Voilà, donc je trouve ce point vraiment important. Alors, je suis un petit peu les questions. Comité d'éthique ouvert, sentiment majoritaire chez les scientifiques. Je pose la question sur la volonté des scientifiques de s'ouvrir aux relations horizontales. Oui, bon, effectivement. Non, mais je pense que c'est une vraie question parce que parce que cette question de la est-ce qu'il faut que les scientifiques soient entre eux pour travailler correctement, c'est-à-dire de travailler de façon rationnelle,
Enfin voilà, j'entends le fait que quand on a une communauté scientifique qui fonctionne bien, où la dispute interne peut avoir lieu, le contrôle par les pairs, on produit des savoirs qui sont pertinents. Donc je ne suis pas en train de dire qu'il faut que les communautés scientifiques s'ouvrent et s'explosent. Mais la question, c'est à partir du moment où les savoirs qu'on produit sont tellement impactés par d'autres acteurs que les acteurs scientifiques et des acteurs pour certains extrêmement puissants, hein, que ce soit des acteurs de marché ou des acteurs politiques, est-ce que face à ça, on reste fermé sur nous-mêmes ou au contraire, on se dit, bon, il faut qu'on invente en étant conscient, donc avec un peu de réflexivité des enjeux auxquels on est confronté, des moyens, des modalités de fonctionnement qui soient souples, enfin fermés, ouverts, c'est-à-dire des moments où on arrive à se refermer, des moments où on s'ouvre, et on s'ouvre pas uniquement au secteur marchand, comme c'est très demandé par les instances de recherche aujourd'hui, mais aussi à d'autres acteurs. Alors, voilà, je sais bien que cette position-là, elle n'est pas forcément majoritaire et qu'elle n'est pas non plus si simple. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais en même temps, on est là pour réfléchir à voilà, réouvrir l'horizon et voilà, je pense qu'il y a beaucoup de collègues pour qui ces perspectives-là sont pertinentes. Elles sont pertinentes et pas forcément faciles à mettre en place. Il y a une question sur ça, notamment vis-à-vis du public de jeunes chercheurs qui, comme tu le sais et comme on le sait, sont aujourd'hui dans des conditions de précarité de plus en plus grandes et dans une situation de pression de plus en plus forte à la publication, dans un contexte concurrentiel que l'on connaît où les postes sont devenus un bien rare. Voilà, donc effectivement, toutes ces volontés d'ouverture, de réflexivité, de prise de recul, de s'adresser à des publics, etc., qu'en est-il dans un contexte où finalement tout le contexte institutionnel pousse à faire le contraire? Alors, moi, ma réponse, c'est que il ne faut pas demander aux plus précaires de prendre le plus de liberté par rapport à la règle dominante. Mais par contre, on a une responsabilité quand on est chercheur titulaire, comme c'est mon cas, comme c'est le cas d'un certain nombre de collègues, même si on est moins nombreux qu'avant et que c'est pas normal et qu'il faut qu'on se batte pour qu'il y ait plus de chercheurs titulaires. Mais c'est notre responsabilité de développer des formes alternatives, de les soutenir, d'aller les défendre, de penser le récit, enfin le récit pas au sens de l'histoire qu'on en donne aux enfants avant de s'endormir, mais le corpus théorique qui sous-tend cette approche de la science. Hein. Et donc, si on ne le fait pas nous, c'est sûr que ce n'est pas les jeunes chercheurs qui vont aller au front, alors qu'il faut d'abord qu'ils aient un poste. On est bien d'accord là-dessus. Mais si on ne se sert pas de notre liberté de la recherche, on va finir par la perdre, hein, de toute façon. Donc, une liberté ne vit que si elle est mobilisée. Sinon, on finit par se demander pourquoi ils ont eu la liberté, puisque de toute façon, elle ne sert à rien. Donc, moi, je pense que la responsabilité incombe sur ces questions-là beaucoup aux gens qui sont en poste en responsabilité. Moi, je suis directrice de labo, j'essaie à ma modeste mesure, mais de développer ce genre de choses et de soutenir, voilà, les collègues qui souhaitent, etc. Et là, vraiment, je pense que c'est une responsabilité que l'on a et que pour laquelle on sera d'autant plus fort qu'on arrive à faire des alliances en dehors du champ scientifique. Parfait, le message est passé. Merci beaucoup. Peut-être une dernière interrogation, et ensuite je passerai la parole à Olivier Monod. Voilà, je lis en même temps hein, que vous. D'accord, ça c'est une remarque hein, effectivement sur introduire une vision critique des pratiques scientifiques, une analyse des relations sciences-société. On a déjà fait cette remarque dans les formations scientifiques. Voilà. Les profanes peuvent-ils intégrer un corpus théorique? Bon, vaste question, probablement. Et puis ensuite, si le titre du séminaire est « De quelle science avons-nous besoin ?» il ne faudrait pas travailler sur l'explicitation active des termes utilisés, qui sont les différents nous, tout à fait, c'est un nous figuratif, hein, c'est-à-dire ce bien commun qui ont des besoins, qui est ce nous qui ont des besoins, mais c'est très juste. Voilà. Et de quels besoins s'agit-il et ça pose effectivement cette question hein, que je prolonge, ça pose la question aussi des moyens pour les identifier. Hein, voilà. Qu'est-ce qui est mis en place aujourd'hui pour effectivement donner des orientations de recherche? Peut-être qu'un mot là-dessus avant que je passe la parole à Catherine. Ah, pardon, Olivier. Oui, oui, merci. Je pense que c'est des questions absolument fondamentales et on sait combien
l'importance en recherche de celui qui pose la question ou de celle qui pose la question. Hein. Combien, en fait, il y a un pouvoir de production de savoir dans la capacité à formuler les questions. Et on sait bien qu'il y a des millions de questions de recherche qu'on pourrait se poser et on ne peut pas toutes les investiguer. Donc, en conséquence de quoi, il y a des questions qui sont jugées nobles et d'autres qui ne le sont pas. Et il y a des savoirs qui sont produits et des sciences qui ne sont pas faites, hein, des sciences non faites, comme certains sociologues des sciences ont pu parler. Donc, je pense que la question de savoir comment une société est capable de définir ses besoins de recherche, c'est une question fondamentale qui se pose à de nombreux niveaux, qui se pose au plus haut niveau politique. Quels sont les vrais débats au Parlement sur les priorités de recherche, dans quelle mesure c'est des priorités qui sont faites avec des vrais projets de société derrière. Et puis après, à tous les échelons, ensuite, quand on redescend, quand on fait les appels financement de l'ANR, quand on recrute des jeunes chercheurs dans les universités, dans les organismes de recherche, quelles sont les modalités de décision des priorités, pourquoi on embauche plutôt telle personne que tel type de profil plutôt que tel autre, ce sont des questions fondamentales et à tous les échelons mériterait d'avoir des vrais débats informés pour que les choix soient guidés de façon plus démocratique. Ouais, excellente question, merci beaucoup. Merci Catherine pour tes éclairages. On reviendra peut-être sur ces enjeux ensuite. Je propose de laisser la parole peut-être à Olivier Monod et puis on reviendra ensuite sur une discussion éventuellement à la fin. Merci encore Catherine. Voilà, Olivier Monod, je pense que vous pouvez allumer votre micro, voilà, parfait, et même la vidéo si c'est possible. Si vous êtes, oui, bonjour. Voilà, c'est parfait, impeccable. C'est bon, vous m'entendez? Ouais, c'est très bien, très bien. Ben voilà, heureux de vous voir aussi, même si c'est en distanciel. Bah oui, de même. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir. Écoutez, voilà, bon, vous avez une posture, comme je le disais en introduction particulière, celle du journaliste scientifique, hein, donc journaliste scientifique qui a été plongé, notamment au sein d'un quotidien, avec les contraintes que cela impose, depuis maintenant plus de 2 ans, au cœur de cette crise pandémique. Voilà, je pense que votre témoignage est important et votre regard aussi sur cette question que l'on pose ce soir. Redéfinir la science, comment, pourquoi, avec qui? Voilà, je vous laisse la parole pour